Chapitre 42 sur l'éthique des sexes. Cette dernière remarque nous conduit à aborder le problème de l'éthique des sexes. C'est un problème que nous nous contenterons d'effleurer ici, et ce pour une double raison. En premier lieu, parce que l'éthique, selon la conception traditionnelle, ne constitue pas un domaine autonome, contrairement à ce que la plupart des gens pensent aujourd'hui. Pour qu'elle ait une valeur réellement normative, il faut que l'éthique ait un fondement dans la sphère du sacré et du métaphysique. En second lieu, parce que nous avons déjà traité ailleurs de l'éthique considérée dans cette deuxième perspective. Aussi bien ce que nous dirons ici ne vaudra-t-il en partie qu'à titre d'introduction à l'étude des formes sacralisées de la sexualité. Toute éthique véritable, c'est-à-dire traditionnelle, et non sociale, abstraite ou philosophique, repose sur la prise en compte, sous une forme aussi libre qu'absolue, de ce qui correspond à la nature propre de tout être. En devenant le contenu d'un acte pur de la volonté, une donnée originellement naturaliste perd ce caractère et assume une valeur éthique. La formule de toute éthique se résume dans le « sois toi-même » ou « sois fidèle à toi-même ». Le soi-même désignant ici la nature propre la plus profonde, l'idée propre ou typicité de chacun. Or, puisque nous avons reconnu dans l'être pour soi et dans l'être pour autrui les caractères élémentaires de la masculinité et de la féminité, l'éthique de l'homme et l'éthique de la femme ressortent assez clairement. Elles consisteront, pour les individus empiriques de l'un ou l'autre sexe, à assumer et à développer de manière pure et inconditionnée ces dispositions. À ce sujet, dans notre ouvrage mentionné plus haut, nous avons indiqué une symétrie. Nous avons défini comme type de la virilité pure, réalisateur de l'être pour soi, les types du guerrier et de l'ascète, qui ont pour contrepartie idéale, en tant que réalisateur du principe de l'être pour autrui ou éthérité, les types de la féminité pure, qui sont l'amante et la mère. Nous n'ajouterons que quelques aperçus concernant la femme. Prise en elle-même, ni la disposition maternelle, ni la disposition aphrodisienne n'ont une quelconque valeur éthique, déontologique. Toutes deux attestent l'appartenance de la femme à la simple nature. Si cela est généralement reconnu dans le cas de la disposition aphrodisienne, nombreux sont ceux qui se livrent à une exaltation, pourtant privée de tout fondement, de la disposition maternelle. On parle de la fonction sublime de la maternité, alors qu'il serait difficile de dire ce que la maternité a de sublime. L'amour maternel, la femelle de l'espèce humaine le partage avec la femelle de plusieurs espèces animales. C'est un aspect naturaliste, impersonnel et instinctif de l'être féminin, en soi privé d'une dimension éthique, telle même qu'il peut s'exprimer par une nette opposition aux valeurs éthiques. C'est pourquoi l'on a justement remarqué que dans le type de la mère absolue, un tel amour n'est en rien fonction de principes supérieurs. Il est aveugle et peut même devenir injuste. La mère n'aime son enfant que parce qu'il est son enfant, non parce qu'elle voit en lui l'incarnation de ce qui est digne d'être aimé. Pour défendre ou sauver son enfant, la mère absolue ne sera pas seulement prête à sacrifier sa vie, et jusque-là on aurait fondement naturaliste d'une attitude éthique, mais à se rendre coupable de fautes impardonnables du point de vue éthique. L'exemple le plus parlant est peut-être fourni par le type de mère de la nouvelle Imante et sa mère de Aino Kalas. Il s'agit d'une mère qui, ayant appris que son fils risque sa vie dans une conjuration contre son Seigneur, n'hésite pas à trahir tous les conjurés à condition que le Seigneur s'engage à épargner son fils. Tous les compagnons de celui-ci sont massacrés, lui-même à la vie sauve, mais naturellement, dès qu'il apprend la vérité, il ne lui reste plus qu'à se tuer. Le contraste entre éthique masculine et amour maternel se présente ici d'une manière particulièrement drastique. Il faut un dépassement de soi, une disposition héroïque, sacrificielle, supra-individuelle pour que les tendances naturelles de la femme en tant que mère ou amante assument un caractère éthique. Pour la mère alors, il ne s'agira plus d'un amour
aveugle, d'un instinct, de quelque chose de compulsif ne laissant aucune possibilité de choisir, mais d'un acte libre, d'un amour clairvoyant, où subsistera certes la disposition à ne pas vivre pour soi, à être entièrement pour l'autre, ici pour le Fils, mais uni à la faculté de distinguer et à une volonté positive, capable de mener au dépassement du substrat naturaliste, au point de faire éventuellement désirer la mort du Fils indigne. Certains types spartiates de la Rome archaïque, ibérique et germanique de mer exemplifient cette première possibilité éthique de la femme. La seconde possibilité éthique de la femme correspond au type de l'amante et se concrétise dans le fait d'être pour un autre, de vivre pour un autre, dans une atmosphère héroïque et transfiguratrice, où l'homme est désiré comme maître et époux, mais aussi vénéré comme le Dieu propre de la femme. En surmontant tout exclusivisme et tout égoïsme passionnel, en faisant du don de soi un acte sacrificiel, en conservant la potentialité à la fois désagrégatrice, vivifiante et démonique de la femme absolue aphrodisienne, mais en libérant cette potentialité de l'aspect sombre et suçant dont on a parlé. Dans notre ouvrage intitulé Révolte contre le monde moderne, nous avons fait allusion à des institutions du monde traditionnel qui eurent pour présupposer cette possible conversion éthique de la femme en tant que nature non démétrienne, mais aphrodisienne et dionysiaque. La femme qui veut suivre son époux dans l'au-delà, mais même à travers les flammes du bûcher funéraire, coutume qu'on attribue par ignorance à l'Inde seule, alors qu'on retrouve des coutumes inspirées du même esprit chez les Thraces, les Vandes, les anciens Germains, en Chine, chez les Incas, etc., représente la limite extrême de cette voie. En matière d'éthique des sexes, nous nous limiterons donc, dans un ouvrage comme celui-ci, à ces aperçus plus que schématiques. Nous négligeons totalement la question féminine et celle des relations sexuelles telles que les modernes les conçoivent, qu'ils se réfèrent ou non au mariage, au divorce, à l'émancipation, à l'amour libre, et ainsi de suite. Tous ces problèmes en réalité sont inexistants. Le seul problème sérieux est de savoir dans quelle mesure, à une époque donnée et dans une société donnée, l'homme peut être lui-même et la femme elle-même, à travers une approximation résolue de leur archétype respectif, et dans quelle mesure leur rapport reflète, au-delà de la variété des formes extérieures et des divers cadres institutionnels, la loi naturelle immuable enracinée dans la métaphysique même du masculin et du féminin. Cette loi est la suivante. Intégration et complémentarité réciproque parallèlement à une subordination de principe de la femme à l'homme. Tout le reste, pour parler comme Nietzsche, est sottise. Et dans l'introduction, nous avons déjà souligné dans quel état se trouve, pour ce qui est de l'homme, de la femme et de la sexualité, le monde moderne occidental grâce au progrès, entre guillemets.